La Côte d'Ivoire et le Mali ont fait match nul ce samedi, un but partout. Le but ivoirien a été marqué par Max Gradel dans les derniers instants de la rencontre. Le président de la République est de retour à Abidjan après quelques jours passés au Maroc à l'invitation de Sa Majesté Mohamed VI, un séjour couronné par des accords entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est de retour de la Suisse où il a pris part au Forum économique mondial. Le chef du gouvernement a rencontré notamment plusieurs investisseurs sur place en Suisse. Et demain dimanche 25 janvier sera célébrée la 62e journée mondiale des lépreux. L'événement sera marqué aussi en Côte d'Ivoire dans la ville d'Azopé. Thème choisi pour cette célébration, donnons pour vaincre la lèpre. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h sur RTI1. Nous sommes samedi aujourd'hui et nous aurons la page culture. Notre invité est M. Diallo Tikwayi Vincent, comédien, dramaturge, metteur en scène. Avec lui, nous parlerons du théâtre ivoirien, un théâtre en plein recul. Il nous expliquera les raisons et également il a des propositions. Ce sera dans quelques instants. Commençons par le sport avec la CAN qui se déroule en Guinée équatoriale. Les hommes d'Hervé Renard ont égalisé face au Mali dans les derniers instants du jeu grâce à Max Gradel. Un but partout. Les Maliens qui menaient au score ont craqué en fin de rencontre. Le résumé du match avec Oda Legbe. Avec 65% de possession de balles en faveur des Ivoiriens au cours de la première période contre 35 pour le Mali, la Côte d'Ivoire n'a pas trouvé le chemin des filets. Ce sont les Aigles du Mali qui trouvent rapidement les buts sur leur première occasion du match à la 7e minute. En seconde période, les Ivoiriens dominent encore le match et poussent jusqu'à la 86e minute quand le trio Cheikh Tioté, Serge Aurier et Max Gradel offrent le but de l'égalisation à la Côte d'Ivoire. Peut-être Les éléphants décrochent un nul 1-1 très important. Le Mali et la Côte d'Ivoire joueront leur qualification lors de la 3e journée, le 28 janvier prochain pour le compte du groupe D. Et justement, les éléphants joueront ce mercredi là même contre le Cameroun, un match qu'ils devront remporter enfin pour espérer obtenir le ticket des quarts de finale. Le président de la République, Alassane Ouattara, a achevé sa visite officielle au Maroc. Il a regagné la capitale économique ivoirienne aujourd'hui. Le chef de l'État qui a passé quelques jours au Maroc à l'invitation de Sa Majesté Mohamed VI a eu une série d'activités. Il a présidé notamment la clôture du Forum économique ivoiro-marocain, soldé par la signature de 24 accords et rencontré des investisseurs marocains et ivoiriens. Le président de la République était au Maroc, sachez-le, avec son épouse, Madame Dominique Ouattara. Voilà, le président de la République a fait une déclaration à son arrivée ce samedi à Abidjan. Nous écoutons le chef de l'État. Je viens d'effectuer, à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, une visite officielle au Royaume du Maroc, plus précisément à Marrakech. J'ai été accompagné de Madame la Première Dame, d'une forte délégation composée du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, plusieurs ministres, de hauts fonctionnaires et des personnalités du monde des affaires du secteur privé ivoirien. Je voudrais à nouveau exprimer toute ma gratitude à Sa Majesté et à Son Altesse royale, la princesse Lala Salma, pour leur hospitalité ainsi que pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous ont été réservés. Nous avons été très touchés par toutes les marques d'affection que nous ont manifestées le roi Mohamed VI, la princesse Lala Salma, ainsi que toute la famille royale, tout au long de cette visite officielle, comme à chacune de nos rencontres au Maroc ou en Côte d'Ivoire. Cette visite officielle a été l'occasion de renforcer les relations déjà excellentes entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire.
Elle a également été l'occasion d'exprimer à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, notre grande admiration pour l'œuvre de modernisation et de développement qu'il a entreprise et qui fait du Royaume du Maroc un pays respecté et un partenaire de premier plan. Au cours de nos entretiens, nous avons réaffirmé notre volonté de diversifier le partenariat entre nos deux pays dans tous les domaines. Nous avons, à cet effet, procédé à la signature de 16 accords bilatéraux entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. Je précise que ces accords portent notamment sur la coopération en matière de sécurité, dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'enseignement technique. Nous avons aussi signé un mémorandum d'entente relatif au projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Ce projet, pour lequel nous avons déjà obtenu le financement, va transformer la ville d'Abidjan et réglera définitivement le problème de la pollution de la lagune ébriée. Au cours de mon séjour, j'ai également eu des entretiens avec les autorités du Royaume du Maroc, notamment le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers et l'inspecteur général de l'armée royale. J'ai aussi rencontré plusieurs chefs d'entreprise du Maroc, exerçant dans les secteurs de la banque, la finance, l'immobilier, les télécommunications, l'industrie ou encore l'hôtellerie. Ces échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays au plan politique et au niveau du secteur privé. Un forum économique maroco-ivoirien a été organisé dans le cadre de ma visite. Ce forum a vu la participation de 150 chefs d'entreprise ivoiriens, environ au total 680 participants. Au cours de la cérémonie de clôture de ce forum, j'ai exhorté les chefs d'entreprise du Maroc à venir investir dans notre pays en raison de leur savoir-faire, de leur modernité et de leur sérieux. J'ai aussi encouragé les nombreux entrepreneurs ivoiriens présents à ce forum à développer des partenariats gagnant-gagnant avec leurs homologues marocains. Je peux affirmer que notre détermination, Sa Majesté et moi-même, de réaliser l'essor de nos pays respectifs et de renforcer nos liens a été entendue, puisque 26 accords publics-privés et privés-privés ont été signés au cours de ce forum. Comme j'ai l'habitude de le faire à chacune de mes visites à l'extérieur, j'ai eu l'occasion d'échanger avec nos compatriotes résidant au Maroc pour leur donner des nouvelles du pays et aussi de les associer à la dynamique de reconstruction et de réconciliation dans notre pays. Ce fut un moment de joie pour moi. Enfin, j'ai rencontré la délégation d'hommes et de femmes d'affaires qui ont participé au forum économique. Je voudrais leur réitérer mes félicitations pour leur importante contribution au forum et à notre séjour dans le Royaume. Cette visite, je dois le dire, a été excellente à tous égards. Et je voudrais renouveler mes remerciements au roi Mohamed VI, à leurs Altesses royales et à tout le peuple marocain pour leur accueil et leur hospitalité. Nous attendons de cette visite près de 420 milliards de francs CFA d'investissement dans le cadre de partenariats publics et de partenariats privés. Pendant mon séjour au Maroc, j'ai appris avec une profonde émotion le décès de Sa Majesté le roi Abdallah Ben Abdel Aziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. Je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, saluer la mémoire de ce grand homme d'État. J'exprime à la famille royale d'Arabie Saoudite ainsi qu'à tout le royaume nos sincères condoléances et la compassion de la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire perd un ami qui a contribué de façon importante
au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays. La visite officielle que j'ai effectuée en décembre dernier au Royaume d'Arabie Saoudite est le témoignage des liens étroits que nous avons tissés au fil des années entre nos deux nations. Je me rendrai donc dès le lundi à Riyad pour présenter les condoléances de toute la nation ivoirienne au peuple frère d'Arabie Saoudite. Sur place au Maroc, donc, le président de la République, vous l'avez entendu, a rencontré la communauté ivoirienne. Le chef de l'État a invité les Ivoiriens résidant au Royaume du Maroc à prendre une part active à la reconstruction de leur pays, la Côte d'Ivoire. Le reportage de notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Abolin. Au Maroc, dans le cadre d'une visite officielle, le président de la République, Alassane Ouattara, une fois de plus, n'a pas dérogé à la règle, celle de rencontrer les Ivoiriens vivant dans ce pays. Entre eux et le chef de l'État, la communion a été totale, avec en prime un défilé pour une représentation de la Côte d'Ivoire du nord au sud et de l'est à l'ouest, en passant par le centre. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc, souhaitant la bienvenue au président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité des relations combien exemplaires entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Depuis notre prise de fonction dans ce pays, je puis affirmer sans ambages que nous avons bénéficié de toute la sollicitude que l'on peut attendre des hautes autorités d'un pays ami. Sollicitude à la mesure du respect et de la considération que vous, celle-ci, à notre pays et à son président. Ces autorités, avec à leur tête le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, adhèrent totalement, et nous avec elle, à votre vision de faire de l'axe Rabat-Yamoussoukro un modèle de coopération sud-sud. Les Ivoiriens du Maroc, heureux de cette rencontre avec le président de la République, ont saisi l'occasion pour évoquer toutefois quelques obstacles à leur épanouissement dans leur pays hôte. Nous, résidents au Maroc, voulons contribuer autant que faire se peut au renouveau de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais nous devons vous l'avouer, Monsieur le Président de la République, nos envies et nos espoirs, aussi forts soient-ils, sont confrontés à des difficultés. Nous voulons parler de la régularité de la bourse d'études et l'augmentation du quota des boursiers. La mise en place d'une mutuelle pour notre couverture santé, afin de pouvoir se soigner décemment pour être efficace dans l'accomplissement de nos tâches respectives. Heureux, le président Alassane Ouattara a indiqué l'être aussi avec cette rencontre. En bon père, il a rassuré les Ivoiriens du Maroc quant à la résolution des différents problèmes rencontrés, non sans leur donner des conseils pour un comportement digne. Et je voudrais que chaque Ivoirien ici soit notre ambassadeur dans le royaume, par votre confiance. Vous savez, Sa Majesté et moi avons noué des relations très fortes d'amitié, de confiance. Je suis très attaché à cette relation exceptionnelle et qui est exemplaire et qui demande que chaque Ivoirien se conforme à cela. Et vous avez posé dans ce cadre des questions administratives et je suis sûr que tous les problèmes concernant les Ivoiriens seront réglés par Sa Majesté. Le président de la République a aussi promis qu'il ferait tout son possible pour permettre aux Ivoiriens du Maroc, comme ceux de toute la diaspora, de pouvoir bénéficier des prestations de la RTI à compter de cette année 2015. Avant de prendre congé de ses hôtes, le chef de l'État, qui a reçu un présent d'eux, leur a offert à son tour une enveloppe de $20 000.
Et avant de regagner la Côte d'Ivoire, le président de la République a pris part à un dîner offert par Sa Majesté Mohamed VI au Palais Royal de Marrakech. On retrouve Jérôme Kofi Aboulin. L'honneur est grandissime pour le couple présidentiel ivoirien ainsi que toute la délégation qui l'accompagne, tant il est fait par le roi et son épouse. Vous avez compris, un dîner offert au président de la République Alassane Ouattara et à son épouse Dominique Ouattara par le couple royal marocain à la faveur de la visite officielle du président ivoirien au Royaume du Maroc. Donc un dîner royal avec les mets aussi succulents les uns que les autres, concocté pour accueillir dans le cadre enchanteur du Palais Royal du Maroc l'hôte de marque, à savoir le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, avec toute sa délégation. Une occasion donc pour les convives, avec en tête le chef de l'État, de découvrir le patrimoine culinaire du Royaume du Maroc. Pour ce qui est de l'ambiance au cours de ce dîner, c'est celle de deux familles au regard des liens séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Deux pays aujourd'hui dirigés respectivement par deux frères, l'un le président Alassane Ouattara, fils spirituel du président Félix Houphouët-Boigny, l'autre le roi Mohamed VI, fils du roi Hassan II. Comme on le voit, l'histoire a bien voulu qu'il en soit ainsi. Et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui était en mission à Davos, en Suisse, vient de regagner Abidjan. Le chef du gouvernement y était pour prendre part au Forum économique mondial. Il a rencontré notamment plusieurs investisseurs en Suisse. De retour à Abidjan, il s'est adressé à la presse. Le reportage de Léon Bro. 18h35, base aérienne de Port-Boué. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est accueilli à sa descente d'avion par des membres du gouvernement, conduit par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Le chef du gouvernement rentre de Suisse, où il a pris part à une série de rencontres de haut niveau dans le cadre du forum de Davos. Dans sa valise, que de bonnes nouvelles. Le problème de sécurité est un des points importants dans les panels qui ont eu lieu. Il y a aussi le dossier relatif aux problèmes agricoles et la sécurité alimentaire qui ont donc été évoqués, le problème d'énergie. D'ailleurs, M. Youm Kela, qui est le secrétaire général adjoint des Nations Unies, en charge du secteur de l'électricité, viendra très bientôt en Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent organiser un sommet. Il y a donc le dossier de l'Ebola qui a donc été évoqué aussi. Voilà, il y a donc des thèmes généraux qui font l'objet de discussions. Mais je crois que l'autre élément qui est important, je voulais souligner, c'est la rencontre bilatérale, notamment en ce qui nous concerne avec le secteur privé. Nous avons rencontré par exemple les gens de Microsoft, qui, vous savez, ont le siège, disons qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ici, en Côte d'Ivoire. Les gens de General Electric, dans le domaine de l'électricité, qui sont donc ici aussi, et qui veulent tous développer leurs activités en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré le schisme nigérian Dangote, qui va faire un gros investissement ici. Disons que nous avons rencontré des entreprises indiennes, Indouja, qui veut fournir des bus pour les transports, qui veut intervenir aussi dans le domaine des engrais, etc. Donc vraiment, il y a de bonnes rencontres et de bonnes perspectives. Mission fructueuse donc pour la Côte d'Ivoire et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan de féliciter le président Alassane Ouattara, lui qui en a décidé. Demain dimanche 25 janvier sera célébrée la 62e journée mondiale des lépreux. L'événement sera marqué aussi en Côte d'Ivoire, dans la ville d'Adzopé. Thème choisi pour cette célébration, donnons pour vaincre la lèpre. Le gouvernement invite chacun à s'engager dans la bataille contre cette maladie. Le reportage d'Herman Niamien. Chaque année, environ 250 000 personnes sont affectées par la lèpre dans le monde. Et les continents les plus touchés restent l'Afrique et l'Asie. La journée mondiale des lépreux décrétée par l'Organisation mondiale de la santé OMS marque la reconnaissance du combat contre la lèpre mené par Raoul Folero. En Côte d'Ivoire, c'est la ville d'Azopé qui va abriter la célébration officielle de cette journée qui a lieu tous les derniers dimanches du mois de janvier. Thème retenu pour cette célébration, donnons pour vaincre la lèpre. À travers ce thème, nous voulons inviter chaque habitant de la Côte d'Ivoire à faire un geste citoyen pour renforcer la prévention et assurer un meilleur traitement du cas de la lèpre. En Côte d'Ivoire, 910 nouveaux cas ont été dépistés en 2014 et les zones les plus touchées restent les localités de Man, Zouangnien et Adzopé.
La lèpre est une maladie guérissable et un traitement précoce permet d'éviter les incapacités, selon le ministre Raymond Goudou Kofi. Que toute personne qui présente une tache claire et insensible sur la peau se rende immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Nos agents de santé sont là pour vous accueillir, vous recevoir et vous prendre en charge. Depuis 2001, la lèpre n'est plus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Sur 10 000 personnes, moins d'une personne est malade de la lèpre. Ce bon résultat est le fruit des efforts consentis par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida à travers les acteurs de la lutte contre la lèpre. La mission d'aide pentecôtiste de Côte d'Ivoire veut apporter une aide médicale aux personnes atteintes de malformations. La mission mène des actions sociales, des interventions chirurgicales gratuites au profit des personnes atteintes, entre autres, de bec de lièvre, de fibromes et de troubles de la vision. On en sait plus avec Herman Niamien. Ce sont 300 personnes victimes de malformations congénitales qui vont bénéficier des soins gratuits grâce à l'ONG, la mission d'aide pentecôtiste de Côte d'Ivoire, PAMSI. Cette ONG qui œuvre pour le bien-être des populations, à travers son projet PAMSI Compassion for Côte d'Ivoire, veut redonner la dignité aux personnes atteintes de bec de lièvre, de hernie, de fibromes et des troubles de la vision. Et les séances d'opération sont prévues pour le mois de mars prochain à Bingerville. Tous ceux qui souffrent, qui ont des malformations, qui sont dans des campements, qui sont dans des hameaux, les hameaux les plus reculés, l'ONG PAMSI vous invite à vous faire recenser auprès de vos mairies, parce que PAMSI a décidé de travailler avec l'UVIC aussi, avec l'association de tous les maires de Côte d'Ivoire. Le projet PAMSI Compassion for Côte d'Ivoire bénéficie du soutien du maire de la commune de Bingerville. Begré Diomant entend soutenir les actions de cette ONG afin de redonner le sourire aux personnes victimes de malformations congénitales. En Afrique, quand on met un enfant au monde avec ces malformations congénitales, déjà on appelle l'enfant un enfant sorcier. Et on considère déjà dès la naissance que c'est une malédiction. Et j'ai voulu, en apportant cette assistance, démontrer qu'aujourd'hui la médecine a fait d'énormes progrès, qu'on n'a pas le droit de faire souffrir un enfant. Pour soutenir ce projet en faveur des personnes atteintes de malformations, l'ONG a mis sur le marché un album dans lequel figurent plusieurs chanteurs de la musique chrétienne ivoirienne. Les revenus tirés de la vente des CD vont servir à soutenir le projet. L'ONG, la mission d'aide pentecôtiste de Côte d'Ivoire, existe dans 16 pays d'Afrique. En Côte d'Ivoire, où elle est également représentée, elle est implantée dans 4 villes. Korogo, Mans, Bingerville et Sikensi. Refermons le chapitre santé de cette édition pour voir à présent le bilan fait par le ministère des Eaux et Forêts, bilan des activités réalisées en 2014, et il en ressort que le secteur privé du bois a contribué à environ 4 milliards de francs CFA au produit intérieur brut et favorisé la création de 50 000 emplois directs. Mais le secteur reste confronté à de nombreuses difficultés, nous expliquent Mahamadou Traoré et Léon Pro. Dans le secteur du bois, les difficultés sont légion et de plusieurs ordres. La première difficulté, c'est d'abord la raréfaction de la matière première. La Côte d'Ivoire manque de plus en plus de bois. Nous avons des difficultés d'ordre fiscal. La fiscalité est très forte. On assiste à une augmentation de la redevance des terrains industriels. On assiste aussi à une augmentation du droit unique de sortie. Et tous des facteurs qui pénalisent effectivement notre secteur. Malgré toutes ces difficultés, le secteur a contribué à hauteur de 3,9 milliards de francs CFA au produit intérieur brut PIB. Il a surtout favorisé la création de 50 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects en 2014. Pour entretenir la survie de ce secteur, le ministère des Eaux et Forêts organisera en mai prochain les États généraux de la forêt. Les États généraux sont nécessaires pour faire un diagnostic. Parce qu'on dit toujours la forêt disparaît, on a tel mot, on a tel problème, mais il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on a et qu'on trouve les solutions idoines. C'est pour ça que les États généraux sont importantes. Le comité scientifique que nous avons installé est au travail et très bientôt, je dis bien très bientôt, en mai, on aura la tenue de ces États généraux.
En plus de ces états généraux, d'autres actions d'envergure sont prévues cette année 2015, entre autres le démarrage du projet de la muraille verte au nord du pays. Il est destiné à créer 10 000 hectares de forêt d'ici à 2017. S'ajoutent les créations de forêts-galeries pour la protection des cours d'eau, des zones de peuplement et de chasse pour faire face au braconnage. Sur une prévision de 190 milliards, ce sont finalement 203 milliards de francs CFA que la Caisse nationale de prévoyance sociale a recouvré au titre des cotisations sociales en 2014. La CNPS veut maintenir le cap. Elle vient donc de distinguer ses meilleurs agents. Guillaume Zéré, Koné Pascal et Herman Niamien pour le reportage. Faire mieux que les 203 milliards de francs CFA recouvrés en 2014 au titre des cotisations sociales en vue de demeurer leader dans le domaine de la prévoyance sociale. C'est ce qui a motivé cette cérémonie de remise du prix d'excellence initiée par la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Sur les 184 dossiers analysés par le jury, issus autant des structures centrales que des structures déconcentrées, 6 agents ont été distingués. Il faut avoir à l'esprit que quand nous travaillons, c'est pour les assurer, toutes leurs familles qui sont derrière. Quand vous avez un dossier, c'est toute une famille qui est derrière un dossier. Donc il faut prendre le temps d'écouter, de travailler pour que l'assurer que notre client soit satisfait. Au cours de cette même soirée, la CNPS n'a pas voulu déroger à la règle en ce début d'année 2015. La traditionnelle présentation de vœux du personnel à la direction a été le lieu de présenter le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour 2015. Aux préoccupations des agents, le directeur général a réaffirmé l'importance pour la Caisse nationale de prévoyance sociale de mettre l'homme au cœur de son fonctionnement. Revenant aux doléances présentées par votre porte-parole, la direction générale se fera fort de les étudier avec la plus grande attention car pour elle, la ressource humaine est la principale richesse de l'entreprise. En retour, le personnel a fait don de quelques présents aux membres de la direction générale et de l'administration. Un geste de fraternité très apprécié. Outre la prévoyance sociale, la CNPS intervient également dans le domaine de l'action sanitaire. Le conseil régional de l'IFU a décidé de faire de l'école sa priorité. Il a donc entrepris plusieurs réalisations, notamment la réhabilitation et la construction de salles de classe. Le conseil a aussi équipé des écoles en table-banc et documents didactiques. Le récit est signé Jean Quadio, Jean de Dieu. L'école dans la région de l'IFU connaît d'énormes difficultés dans son fonctionnement, tout particulièrement dans les localités de Pricro et de Weli. Difficultés qui ont pour nom manque de tables-bancs et d'infrastructures. Même l'école, mais on peut dire que ça ne fonctionne pas. Parce que vraiment, les enfants sont encore depuis la rentrée, mais les enfants n'ont pas encore trouvé de salle de classe. Donc vraiment, c'est difficile. Les enfants continuent de souffrir, puis on ne peut pas les abandonner. Il faut qu'ils se débrouillent, on est obligé, vous le voyez, sous les acadèmes, on est obligé de le faire. Les enfants sont là, les enseignants sont là. Un problème de bâtiment pour abriter la nouvelle école. Le déficit en table-banc dans la région s'élève à plus de 3500 et celui des bâtiments à 200 salles de classe. Une situation qui réduit le taux de scolarisation et de réussite dans la région. Des classes de fortune sont donc construites par les populations avec des effectifs pléthoriques, occasionnant des conditions de travail difficiles. Pour trouver une solution définitive à ces difficultés, le conseil régional de l'IFU a décidé de faire de l'éducation sa priorité en cette année 2015. Ces actions en faveur de l'école ont débuté par la réhabilitation des salles de classe des écoles primaires de Kwakusekro et d'Alanda. 1000 tables-bancs étaient également distribuées dans les écoles primaires de la région de l'IFU. Dans notre zone, au niveau de l'éducation, les besoins sont vraiment énormes. Vous verrez qu'au niveau de l'éducation, il y a la réhabilitation des écoles, il y a aussi la construction de nouvelles écoles. Au cours de la session ordinaire, le président Koumoué Kofi Moïse a dégagé ses priorités pour la région. Après le passage du président, nous sommes engagés à consolider tout ce qu'il a entrepris au niveau des infrastructures routières, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et au niveau de l'électrification et de l'eau potable. Aujourd'hui, tous les marchés de 2014 sont approuvés et
Normalement, les travaux ont commencé. Dans ses priorités, l'éducation occupe une place de choix avec plus de 40% du budget alloué aux investissements. Le conseil régional compte doter tous les villages de la région d'une école primaire et compléter les écoles existantes à plus de 3 classes. Voilà, c'était un commentaire de Kouadio Kwame, Jean de Dieu. La BID, Banque islamique de développement, va construire 6 lycées pour jeunes filles avec internat et également des logements d'enseignement. L'institution financière en mission en Côte d'Ivoire l'a annoncé au ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. C'était au cours d'une audience. Coût du projet, plus de 45 milliards de francs CFA. Konaté Moussa. Les partenaires au développement accentuent leur soutien au système éducatif ivoirien. La Banque islamique de développement BID va construire 6 lycées pour jeunes filles en Côte d'Ivoire. Des experts de l'institution en mission dans le pays l'ont annoncé au ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Selon les experts, ces infrastructures seront réalisées avec toutes les commodités pour des études de qualité. Chaque lycée va comprendre un internat d'une capacité de 1116 lits. Et le lycée va comprendre aussi bien sûr les logements du personnel, le réfectoire, la cuisine, une salle multimédia, la buanderie, l'infirmerie, un foyer, un préau. On va assurer la formation de 402 enseignants, formation initiale, à savoir que chaque établissement va avoir un total de 67 enseignants. La construction de ces écoles va coûter plus de 45 milliards de francs CFA. Pour le ministre Kandia Kamara, l'action est la bienvenue. Les discussions qui se sont déroulées dans un esprit que nous avons beaucoup apprécié. Nous souhaitons simplement que la mise en œuvre de tout cela puisse se faire assez rapidement parce que nos besoins sont énormes. Au cours de leur mission en Côte d'Ivoire, les experts de la Banque islamique de développement ont visité les sites des établissements construits par l'institution, notamment à Zouaounié, Man et Yamoussoukro. Le district autonome d'Abidjan fait son bilan. Les vice-gouverneurs, directeurs généraux, sous-directeurs et agents se sont retrouvés autour du gouverneur Robert Begré-Mambé pour faire le bilan de l'exercice écoulé. Plusieurs activités ont été menées l'année dernière. Ces têtes couronnées et chefs religieux venus rencontrer le gouverneur du district d'Abidjan lui ont présenté des doléances concernant le développement de leur village. Occasion pour Begré-Mambé de rassurer ses ordres sur l'aboutissement de nombreux chantiers de développement en cette année 2015 dans les villages d'Abidjan réalisés par le district autonome. Il a également dit son engagement à offrir le bonheur à ses administrés. Je voudrais rassurer les chefs de village. Ce que nous avons dit, s'agissant du bitumage, des voies, de toutes les voies centrales et les voies d'accès dans les villages hors d'Abidjan, sera fait exactement cette année. S'agissant de mes frères d'Abidjan, on a fait un programme spécial et là aussi, cette année, tout sera fait pour que le maximum soit fait dans les villages d'Abidjan et que vous voyez que ce que nous disons, nous le faisons avec le soutien du chef de l'État. Par ailleurs, le gouverneur Robert Begré-Mambé a invité les chefs traditionnels et guides religieux à jouer aussi un rôle en amont et en aval pour maintenir la stabilité dans les villages en vue de la réalisation des projets. Le gouverneur a reçu des dons de la part des têtes couronnées des villages Achan et Atié, mais également des guides religieux. L'inauguration de la station d'eau de Bonois qui desservira la zone du sud d'Abidjan soulagera les populations de ces communes. À Koumassi-Remblai, pour s'approvisionner en eau, les riverains ont recours à des revendeurs. L'activité se pratique avec des bidons et dans des charrettes. Faisons le constat avec notre reporter Michel Digré. Koumassi-Remblai, des immeubles qui sortent de terre à un rythme effréné. Ici, le plus difficile n'est pas de trouver un bel appartement pour se loger, mais plutôt d'avoir de l'eau dans les robinets. L'on s'approvisionne comme on le peut, même dans des garages. Bon, je n'ai pas l'intention de vendre l'eau.
Moi, j'ai pris l'eau là pour servir le garage. Bon, comme les habitations des quartiers, souvent l'autre tu viens, pardon, il boit l'eau, il n'a pas l'eau à boire. Je vois que beaucoup ils me fatiguent. Au début, quand je les donne, quand la facture de ceux d'ici vient, ça devient beaucoup. Donc, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, comme le problème de l'eau est là, il faut les vendre. J'ai dit à madame de les vendre. Là, si la facture vient, on peut avoir le moyen de payer la facture. Eux ont choisi la vente de l'eau dans des bidons avec des charrettes. L'activité prospère. Pour gérer les heures d'attente, certains s'offrent des séances de pédicure. Gagne l'argent dedans. Si tu envoies auto là, tu es derrière, tu attends ton frère, il va remplir son auto. Voilà, après ton frère, toi aussi tu commences à te remplir pour toi. Mamadou a fait du commerce de l'eau son activité principale depuis des années. Chaque jour, il sillonne le quartier pour livrer les bidons d'eau à la sueur de ses muscles. Vraiment, tu es fatigué? Trop même. Tu es fatigué? Je suis fatigué même. Parce qu'ici, là, il n'y a pas d'eau. En haut, là, il n'y a pas d'eau. En bas, il n'y a pas d'eau. Tu prends l'eau jusqu'à derrière le guitron. Tu vois ici, tu donnes les gens. Bon, un bidon en bas, 100 francs. Deuxième, 150. Quatrième, 250. Souvent, 200. Les populations sollicitent depuis plusieurs années les services de ces vendeurs ambulants à leur corps défendant. On est obligé de les appeler pour nous aider. Avec 4e étage, un enfant d'eau, puiser de l'eau au 4e étage, ce n'est pas facile. Tout le monde a des bidons. Si tu n'as pas 40 ou 60 bidons, tu ne sais pas que tu habites au Remblai. On souffre énormément. Si vous prenez un bidon, que vous montez au 4e, vous ne pourrez plus aller au travail. Ça serait votre retraite. Pourquoi? Parce que ça va vous casser les reins. Mais ce sont les jeunes Somaliens, Burkinabés qui arrivent à faire ça. Sinon, nous, on ne peut pas. Voici, moi-même, j'ai mes enfants, mais ils ne peuvent pas. D'autres riverains préfèrent eux-mêmes se mettre à la tâche, une souffrance qui devrait prendre fin les jours à venir avec l'inauguration de la station d'eau de Beaunois. Voilà, on en arrive à la page culture de ce samedi 24 janvier. Le théâtre ivoirien n'existe-t-il aujourd'hui que de nom? En tout cas, elle est bien loin. La belle époque où les amoureux de l'art dramatique faisaient le plein des salles pour voir jouer les comédiens. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette situation? Comment expliquer le recul du théâtre en Côte d'Ivoire? Quelles en sont les conséquences et comment faire pour sauver ce théâtre? Toutes ces questions, nous les poserons à notre invité de la page culture qui est avec nous sur ce plateau, Monsieur Diallo Tikouaï Vincent. Vous êtes comédien, dramaturge, metteur en scène. Oui. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, le théâtre ivoirien va mal. Vous l'admettez? Non, je ne l'admets pas. Pourquoi? J'ai toujours, pardonnez-moi, des difficultés à comprendre que chaque fois qu'on doit parler du théâtre, si ce n'est pas de sa mort, c'est de son recul. Parce qu'on ne vous voit plus sur les planches, Monsieur Diallo Tikouaï. Oui, mais c'est là une explication. Nous allons y arriver. D'abord, il faut considérer que le théâtre a connu une époque glorieuse des années 80 à 90 et bien avant. Le théâtre a servi à nos doyens, à nos dévanciers, le Kofi Gado, de résister à la colonisation, et cela lui a valu une place auprès du chef de l'État, le président Félix Houphouët-Boigny. Et puis nous avons connu aussi l'avènement du championnat du théâtre avec les troupes de Krenjabo, les troupes de Djibo de Divo. Justement, c'était la belle époque. Ouais, c'était la belle époque. Alors parlons de l'époque d'aujourd'hui. Vous dites que vous n'admettez pas. Non, le théâtre va bien. Oui, d'abord, il faut que nous soyons très précis dans ce que nous appelons le recul du théâtre. Eh bien, il faut d'abord voir que tout a reculé. Nous n'avons plus d'espace d'expression culturelle. Mais vous admettez maintenant avec moi que le théâtre a reculé. Oui, mais il a reculé. Quand vous dites qu'il a reculé, j'ai comme l'impression que ce sont les acteurs qui sont responsables de ces faits. Mais
allez sur une place publique, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez des centres commerciaux à perte de vue qui se construisent de bout en bout. Vous n'avez aucun édifice culturel qui pourrait permettre à un enfant qui vient de l'école d'aller faire une recherche, d'aller voir une pièce de théâtre, ou alors d'aller consulter quelque chose, disons, faire des recherches dans les bibliothèques qui n'existaient pas. Donc vous êtes en train de donner quelques raisons déjà. Oui, mais bien sûr, puisque vous me demandez. Puisque vous me demandez. Je suis là pour vous poser des questions, M. Diallo Tikoyi. Mais je suis là pour répondre aussi. D'accord, donc vous répondez. Allons-y. Allez, vous êtes en train de donner des raisons du recul du théâtre ivoirien. Mais je justifie, mais je vais dire que les acteurs, les comédiens en Côte d'Ivoire, qui n'ont plus d'espace, qui ne savent plus à quel sein se vouer, sont obligés de se taire. D'accord, donc il n'y a plus de salle. Non, il n'y a plus de salle. Et s'il n'y a pas de salle, il n'y a plus d'espace d'expression culturelle. Vous comprenez aisément que nous ne pouvons pas jouer dans la rue. Et j'ai toujours dit que le théâtre est une activité très, très, très complexe et scientifique. Parce qu'il ne se joue pas n'importe où. Alors, si on a envie de faire de l'improvisation, on le fait. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Sinon, une pièce de théâtre, c'est une écriture dramatique. Il y a un metteur en scène, il y a des acteurs, il y a des commodités, il y a la régie, il y a la salle, il y a un parterre, il y a une scène, il y a la science qui nous permet de définir cette scène et de situer l'environnement de l'action dramatique par rapport à tout ce que vous avez comme paysage, comme lumière, comme son. Et cela est agencé par un homme qu'on appelle metteur en scène ou alors directeur artistique. D'accord. Donc, pour y arriver, il faut une salle qui corresponde. Or, ces salles-là ont disparu. Nous avons le Palais de la Culture qui est en réflexion. Dieu merci, j'ai été sollicité par le ministre de la Culture et de la Francophonie pour aller réinaugurer le centre culturel Jacques Aka qui est fonctionnel, mais qui manque encore de certaines commodités. Et je pense que ces choses vont se faire. D'accord. Mais nous ne baissons pas les bras. Et je suis là pour faire un témoignage. Justement, vous aurez des propositions et nous allons voir tout à l'heure le film, un film avec notre reporter. Alors, on va parler encore des raisons du recul du théâtre. Alors moi, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous ne voyez pas que ce théâtre-là aussi connaît un recul au profit de l'humour qui attire du beau monde aujourd'hui dans les salles? Il y a une explication à cela. Rapidement, vous savez que les créateurs que nous sommes, nous avons de l'imagination fertile. Et face à l'absence des salles, nous avons voulu occuper les salles qui étaient occupées hier par les musiciens et même par les sportifs. Et donc, nous avons imaginé des formes d'expression culturelle que vous appelez humour et qui sont des formes excellentes qui plaisent à tous les Ivoiriens. Dieu merci pour nous, parce que nous ne voulons pas mourir en choisissant de faire du théâtre ou de l'humour. Donc, moi, je suis là pour rendre hommage à tous mes collègues qui font du travail merveilleux, mais je leur demande simplement que ce travail-là puisse être réellement écrit pour qu'il soit exportable et qu'il soit dans la durée. Parce que quand vous faites une pièce, quand vous jouez, quand Agalawa joue, il faudrait que son œuvre puisse être reprise par un autre après lui. Si demain il n'était pas là, il ne faudrait pas qu'il meure avec son œuvre. Il faut que ce soit écrit. Voilà. Et vous avez, on est là pour parler du théâtre justement, vous avez des propositions. Nous allons voir ce film réalisé par notre reporter Serge Kolia. Relancer le théâtre en perte de vitesse en Côte d'Ivoire depuis plus d'une décennie, c'est la mission que s'est assignée Diallo Tikoyi Vincent, un des monstres sacrés des planches ivoiriennes. Le fondateur de la compagnie d'art dramatique Le Soleil du Cocody a initié pour ce faire une tournée nationale avec sa dernière pièce, L'impossible voisinage. Durant toute l'année 2014, le comédien et sa troupe ont sillonné la Côte d'Ivoire pour marquer le retour du théâtre, art vivant qui a fait les beaux jours de la culture ivoirienne. L'initiative, du reste louable, a permis à Diallo Tikoyi Vincent de se rendre compte du fait qu'il existe encore des amoureux du théâtre en Côte d'Ivoire, ainsi que des comédiens qui ne demandent qu'à s'exprimer. Diallo Tikoyi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Avec ses différents partenaires, notamment la Fédération ivoirienne de théâtre professionnel, l'homme lance le championnat national de théâtre professionnel ivoirien. Le théâtre des régions est le titre de l'émission de télévision que le comédien et ses partenaires entendent organiser bientôt. À l'instar de la célèbre émission Théâtre chez nous dans les années 80-90, diffusée tous les jeudis sur les antennes de la RTI,
Le théâtre des régions vise à réconcilier les Ivoiriens avec l'art théâtral dont le retour à l'écran se justifie car le théâtre reste un art complet qui mène à tous les autres arts. Alors, M. Diallo Tikwaye, vous proposez une émission télé pour donner une nouvelle chance au théâtre ivoirien. Nous avons d'abord commencé par, après la déclaration de notre ministre de tutelle qui a décrété l'année 2014 comme étant celle du théâtre, du cinéma et autres, nous nous sommes sentis mis en mission et nous avons parcouru pendant toute une année. Oui, allons-y. Pendant toute une année, nous avons parcouru toute la Côte d'Ivoire et nous avons fait 45 représentations devant plus de 15 000 personnes. Alors, quand on dit que le théâtre a pris de recul, je dis que moi je me rends compte que par rapport à mon expérience, que le théâtre, le public du théâtre est présent. Il est là. Il attend qu'on joue. Mais il attend aussi que ces spectacles se passent dans de bonnes salles. Alors, pour que le théâtre revienne effectivement, je sais que c'est la question que vous voulez poser, nous allons explorer quelques pistes. Il faut d'abord que la télévision veille réhabiliter le théâtre à l'antenne. Cela veut dire que nous aussi, de notre côté... Donc il faut promouvoir le théâtre par les médias. Oui, par les médias, avec un coût moins cher, parce que nous n'avons pas les mêmes moyens que les musiciens. Vous savez très bien que nous ne jouons pas dans les mêmes espaces. Ils jouent dans les stades de 60 000 personnes et nous jouons dans les stades de 500 places. Et nous payons le même coût de spot. Je crois que quelque part, on va rencontrer le DG qui est ouvert au débat, à qui nous allons exposer le problème. Mais aussi, nous allons proposer à la télévision une émission où nous allons nous prendre en charge. Nous prendre en charge, c'est quoi? C'est de créer des troupes à travers la Côte d'Ivoire. Les 32 régions auront une troupe et chaque compagnie aura une pièce écrite par moi-même, Liazéré, professeur Liazéré, Bernard Dadier, monsieur le ministre de tutelle. Et puis nous allons essayer de mettre cela en compétition pour que la Côte d'Ivoire revive. Et on espère que justement ce théâtre-là reviendra. Absolument. Merci beaucoup, monsieur. Mais je voudrais aussi dire que on est pris malheureusement par le temps. Mais nous donnons un grand coup d'envoi le samedi 7 février. Et nous allons enregistrer la pièce L'impossible voisinage devant le public. Nous invitons tout le monde à venir, pour que, non seulement pour participer à l'enregistrement de cette pièce qui est le début du retour. Merci beaucoup, M. Diallo Tikwaye. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, le président de la République, je l'ai dit, a achevé sa visite officielle au Maroc. Il a regagné la capitale économique ivoirienne aujourd'hui même. Voilà, on s'arrête ici pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Très bonne soirée sur RTI 1.